En 1775, les Américains, alors en pleine guerre d'indépendance contre l'Angleterre, décident d'envahir le Canada, qui est alors une colonie britannique. C'est 15 ans à peine après la conquête. Certains Canadiens, nostalgiques de la Nouvelle-France, décident de s'allier aux Américains pour chasser les Anglais du pays. L'un d'eux fut même au service du premier président des États-Unis. Voici l'histoire de Clément Gosselin, l'espion de George Washington. Chers frères, chères sœurs, il y a 15 ans à peine, nous étions douloureusement séparés de notre mère patrie et soumis aux lois d'un nouveau conquérant. Mais le ciel a voulu que la couronne britannique nous accorde le droit de parler notre langue et surtout de pratiquer notre religion. Or, ces droits sacrés sont aujourd'hui menacés par un vent de folie impie qui souffle sur nous venant des 13 colonies américaines. Il s'en trouve parmi nous d'assez corrompus pour se donner comme mission de répandre chez nous ces doctrines diaboliques. Il s'en trouve même ici dans cette église. Notre évêque vous avertit, vous et les rebelles, vous devez immédiatement mettre un terme à vos conduites séditieuses. Si vous aidez les Américains à chasser les Britanniques de ce continent, vous serez excommuniés. Pensez-y, Clément Gosselin. Nous sommes à l'automne de 1775, soit il y a plus de 200 ans, à Sainte-Anne-de-Pocatière. Mon nom est Germain Dionne et je suis le beau-père de Clément Gosselin. Celui-là même qui vient d'être pris à partie par le curé. Même si le curé nous menace d'excommunication, on n'est pas des monstres. Loin de là. Pour ma part, je suis premier bailli de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Je me débrouille plutôt bien en affaires et je suis assez bien en vue dans la région. Clément Gosselin, lui, est venu s'installer ici il y a 5 ans et il a même épousé ma fille, Marie-Louise. C'est parce que Clément Gosselin appuie les Américains dans leur tentative de s'emparer du Canada que le curé le menace d'excommunication. Vous savez, à une époque pas si lointaine, c'était très grave d'être excommunié au Québec. L'omniprésence de la religion dans la vie quotidienne faisait en sorte que ceux qui étaient frappés d'excommunication étaient rejetés de la société. Excommunier, ça veut dire, à l'époque, tu n'es plus avec. Tu n'es pas de ce groupe-là. Si vous êtes excommunié à cette époque, vous ne pouvez plus avoir de relation avec vos voisins. Personne ne peut plus vous parler. Parce que si quelqu'un vous parle, il est excommunié de façon automatique. C'est pire que d'être mis en prison. Parce qu'en prison, tu peux sortir. Excommunié, tu ne peux pas sortir à moins de te dédire, comme on dit à l'époque. Évidemment, si vous êtes excommunié, vous n'avez plus les services spirituels de l'Église. Quand vous mourrez sans les sacrements et vous êtes inhumé en dehors du cimetière catholique. On a ça encore aujourd'hui. Je remarque quelquefois les excommunications. Le mot est disparu, mais je ne crois pas que la réalité soit si étrangère à nos mœurs. Quand je vois que quelqu'un qui n'est pas aligné à son parti ou quelqu'un qui n'est pas aligné à telle formule sociale, il est très vite excommunié, disons, il n'est mis de côté. Que se passe-t-il ici au Québec en 1775 pour que des Canadiens français soient menacés d'excommunication? C'est que les Anglais, qui avaient conquis la Nouvelle-France, avaient permis aux Canadiens de pratiquer leur religion. Les élites religieuses craignaient que les Américains entraînent les Canadiens dans leur mouvement d'indépendance. Qu'arriverait-il alors à la suprématie des autorités religieuses ici au Canada sans le soutien de la couronne britannique? Malgré les menaces d'excommunication lancées du haut de la chaire par les représentants de l'Église, certains parmi nous continuent à afficher leurs convictions. Un certain nombre de Canadiens français se sont joints aux troupes américaines dans l'espoir d'y trouver soit l'indépendance pour le Canada, indépendance de l'Angleterre, dont nous étions la colonie, soit pour espérer que la France revienne occuper le pays, ou en tout cas pour avoir parce qu'on était en faveur des Américains.
Parmi ces Canadiens français qui sont passés du côté américain, ben, nous avons en particulier Clément Gosselin, qui était un menuisier de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, un menuisier d'une trentaine d'années, qui avait fait de la milice, ce n'était pas un soldat de carrière, c'est un menuisier, et il va travailler à constituer, avec d'autres, il va travailler à constituer un régiment. Rien à l'horizon. Les Anglais n'envoient pas de renfort. On n'aura pas besoin d'allumer de feu sur la grève pour prévenir les Américains. L'Angleterre ne devrait pas tarder à envoyer des navires, des soldats. Les Américains occupent déjà Trois-Rivières et Montréal. Tant qu'ils s'empareront pas de Québec, les Anglais restent les maîtres de la colonie. Qu'est-ce que les Américains attendent avant d'attaquer Québec? Ils attendent le moment propice. Faut faire confiance au général Arnold. Et puis ça nous laisse du temps pour recruter d'autres miliciens canadiens pour aller combattre à leur côté. Mon gendre Clément a beau faire preuve de beaucoup d'optimisme, très peu de Canadiens se laissent convaincre d'aller combattre aux côtés des Américains. Bien sûr, on est nostalgique de l'époque encore toute récente où le Canada appartenait à la France. Certains, comme Clément, sont profondément meurtris par la défaite française et aimeraient ça pouvoir chasser les Anglais du pays. Ils voient les Américains comme des alliés, mais très peu ont son courage et sa détermination. En effet, la majorité des Canadiens français de l'époque choisissent plutôt de rester neutres. Neutralité qui équivaut à un appui aux conquérants britanniques. Il faut dire que l'exemple vient de haut puisque les élites de ce qu'était le Québec de cette époque se sont toutes rangées à l'unanimité du côté de l'Angleterre. Il faut dire que la Grande-Bretagne avait réussi à acheter l'allégeance non seulement du clergé, mais aussi des seigneurs et des marchands du Canada, en se montrant, disons plutôt, généreuse à leur égard à l'occasion du fameux Acte de Québec en 1774. L'Acte de Québec, c'est une loi selon laquelle, effectivement, on donnait droit de cité au droit civil français. Et le droit civil français permettait ce qu'on appelle la tenure seigneuriale, c'est-à-dire donnait vraiment droit d'existence aux seigneuries, l'officialisait. Donc, les seigneurs, qui sont une des élites de l'époque, se voient donc donner droit de cité, droit d'exister sur leur seigneurie. Donc, eux sont très contents. L'Église catholique, c'est la même chose. Donc, on va permettre le droit de culte à l'époque. On va permettre donc à l'Église aussi de percevoir la dîme. Donc, le clergé est vraiment très heureux pour qu'il y ait liberté de religion dans le Canada de l'époque. Les marchands britanniques vont aussi être choyés par l'Acte de Québec parce que dans cette loi, le territoire de l'Ouest américain, la vallée de l'Ohio, va revenir à la province de Québec, Province of Quebec, comme on l'appelait à l'époque. Et ce territoire ne sera plus territoire neutre amérindien. Il va maintenant être rattaché à la colonie du Québec. Donc là, les Américains sont vraiment furieux. Ils sont furieux, ils vont dénoncer très fortement l'Acte de Québec. Le Congrès naissant américain, à l'époque, va vraiment... on le prend très, très mal. Et même, on va commencer à parler de façon très, très ouverte de révolte. Et c'est très clair à l'époque, même la Grande-Bretagne, on commence à traiter les 13 colonies comme des colonies rebelles. Les Américains vont même approcher les élites canadiennes pour tenter de les convaincre de se révolter, elles aussi, contre l'Angleterre. Après tout, se disent les Américains, la conquête du Canada par l'Angleterre ne date que de 10 ans à peine. Les Canadiens ne rateront sûrement pas l'occasion de se débarrasser de leurs conquérants. Mais non, l'Acte de Québec a fait son travail et les élites canadiennes françaises et canadiennes anglaises refusent l'offre des Américains. Ce que voyant, là, Washington et le Congrès vont se méfier beaucoup de la colonie du Canada. Ils veulent pas non plus, s'ils se révoltent contre la Grande-Bretagne, que la colonie du Canada serve de base pour la Grande-Bretagne, pour les attaquer eux-mêmes. Alors, ils vont décider tout simplement en 1775 d'envahir le Canada. Au printemps de 1775, le bruit de l'invasion américaine qui court partout au Canada incite le gouverneur Carleton à demander à l'évêque de Québec, Monseigneur Jean-Olivier Briand, d'intervenir. Le 22 mai, l'évêque de Québec adresse un mandement à tous les peuples de la colonie, rappelant leur serment d'allégeance à la couronne britannique. Il leur rappelle que leur religion leur impose l'obligation de défendre leur patrie et leur roi. Il demande aux Canadiens de fermer leurs oreilles et ne pas écouter les séditieux qui cherchent à les rendre malheureux et à étouffer dans leur cœur les sentiments de soumission à leur légitime supérieur. Mais par ailleurs, le général George Washington s'adresse lui aussi, en français et en anglais, au peuple du Canada, plus précisément le 7 septembre 1775, pour tenter de les convaincre d'épouser la cause américaine. Washington supplie les Canadiens de se joindre à eux, les Américains, dans leur combat pour la liberté. Et il termine sa lettre en ces termes. «
Allons donc, chers et généreux citoyens, rangez-vous sous l'étendard de la liberté générale que toute la force et l'artifice de la tyrannie ne seront jamais capables d'ébranler. Mais est-ce que les Canadiens vont écouter les ordres de l'évêque de Québec ou vont-ils se laisser entraîner dans la Révolution américaine? Encore une fois, les Canadiens français vont rester neutres parce que pour eux, dans un certain sens, ils avaient été envahis par non seulement les Britanniques, mais les Américains lors de la fameuse guerre de la conquête. Alors, ils voient les Américains arriver qui s'en prennent à des Britanniques, donc ils vont considérer ça comme une chicane à régler entre ces deux groupes-là. Et les Canadiens français, non seulement vont rester neutres, mais vont un peu profiter du conflit en vendant du blé et aux troupes américaines et aux troupes britanniques. Donc, le général Montgomery, à la tête de son corps expéditionnaire de 8000 hommes, va remonter par la route traditionnelle qui avait été empruntée à quelques reprises pour tenter d'envahir le Canada. Donc, va remonter le lac Champlain, va prendre le fort Ticonderoga, ensuite le fort Saint-Jean, pour avoir la route libre jusqu'à Montréal. Donc, il est intéressant de constater que malgré les problèmes d'organisation, le corps expéditionnaire de Montgomery va pouvoir facilement entrer dans Montréal. La ville va capituler très, très, très rapidement. Mais bien sûr, le Canada n'était pas si facile à prendre. Pour prendre le Canada, il faut absolument prendre la ville de Québec. On l'a vu lors de la guerre de la conquête. Montréal est tombé, mais c'est évidemment grâce à la bataille des Plaines d'Abraham qu'on peut dire que le Canada tombe. Donc, il fallait prendre Québec. Dis-moi, Clément, d'où ça te vient, cette haine de l'anglais? J'avais 13 ans quand l'Anglais a capturé mon père et l'a amené en Angleterre. Tout ça parce qu'à la bataille des Plaines d'Abraham, il a voulu défendre son pays. Et tu crois vraiment que... on serait mieux avec les Américains? J'en ai aucun doute. C'est pourquoi ils sont révoltés contre Londres. Parce qu'ils acceptent plus le pouvoir despotique du roi. Ils acceptent plus les arrestations arbitraires comme celle de mon père, les taxes et les impôts exagérés. Ils veulent bâtir un pays sur la justice. Un pays où chacun sera libre. Mais pourtant, chez nous, les Anglais font plus de compromis. C'est le même Anglais qui a capturé mon père, qui 15 ans plus tard est toujours chez nous. Il faut le chasser. Clément Gosselin? Oui. Merci. Les Américains s'apprêtent à attaquer Québec. Il faut aller rejoindre les troupes américaines. Le moment est enfin venu de nous débarrasser de l'anglais. Si on se bat avec courage, la victoire nous appartient. En 1775, les Américains décident de conquérir le Canada. Ils sont soutenus par un groupe de Canadiens rebelles à l'Angleterre dirigé par Clément Gosselin. Les Américains s'emparent facilement de Montréal et en décembre, ils tentent de prendre la ville de Québec. Malheureusement pour Clément Gosselin, cette attaque est un échec. Qu'est-ce qui s'est passé à Québec le 31 décembre 1775 pour que les Américains, aidés par environ 200 miliciens canadiens dirigés par Clément Gosselin, n'aient pas réussi à prendre la ville? Il faut tout simplement se rappeler que les conditions d'attaque étaient très mauvaises et que normalement, les Américains n'auraient pas dû attaquer Québec en ces journées de fin décembre 1775. Ce qui a poussé les Américains à faire l'attaque immédiatement, malgré la température, c'est que le contrat des soldats, parce qu'on s'engageait par contrat, le contrat des soldats américains prenait fin le 31 décembre 1775. Il fallait risquer la bataille. On l'a donc risqué, on l'a perdu. Clément Gosselin n'abandonne pas la lutte pour autant. De janvier à mai 1776, il parcourt les diverses paroisses de la rive sud du fleuve, de Pointe-Lévis jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, pour recruter des volontaires pour les troupes du Congrès. Il convoque et préside des assemblées de paroisses pour faire élire des officiers de milice. Il fait organiser des feux destinés à prévenir les Américains de l'arrivée éventuelle des vaisseaux britanniques. Le 4 mars, Gosselin devint capitaine dans le régiment commandé par Moses Hazen. Et le 25 du même mois, il prend part à une attaque à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Mais ses efforts seront vains car les Américains battent en retraite et abandonnent tout espoir de prendre Québec. Remercions le ciel de nous avoir conservés comme maîtres les représentants d'une couronne qui respecte la foi catholique.
hélas. Certains parmi vous nous ont trahis et ont formé alliance avec les Américains. L'un d'entre eux, en particulier, Clément Gosselin. Aussi dois-je vous faire lecture d'un document émanant de l'évêque de Québec lui-même, Monseigneur Jean-Olivier Briand. Les fourberies grossières et les plus iniques mensonges dont on s'est servi pour vous faire tomber dans le piège et dans lequel vous avez eu le malheur de donner avec le plus déplorable aveuglement et une sorte de frénésie et de fanatisme m'oblige, Clément Gosselin, à vous excommunier. Donner à Québec, sous notre sein et le sceau de nos armes, Monseigneur Jean-Olivier Briand, évêque de Québec. L'évêque, c'est Monsieur Briand, un homme extrêmement fort, entêté aussi, et ensuite, dans sa perspective à lui, on obéit au pouvoir établi. Et ça, il ne faut pas être surpris. Moi, j'ai vu dernièrement, je donne un exemple, j'ai vu dernièrement le pape Jean-Paul II aller dans des pays qui étaient très, très, disons, anti-chrétiens, ou aller au Maroc, ou aller partout, et présenter ses respects à l'autorité du lieu, parce que c'est une théorie à l'intérieur des églises chrétiennes que l'on doit porter du respect à la personne qui est au pouvoir. Maintenant, Clément Gosselin, tu es dans les ténèbres. Alors, lorsque l'Église excommunie quelqu'un, elle fait cette cérémonie religieuse, le cierge qui est allumé dans le cœur de l'Église et qui représente l'homme à excommunier. À ce cierge, on l'éteint comme en signe de malédiction. Et l'homme en question se trouve complètement privé de tout privilège spirituel et en même temps de toute communication avec les autres paroissiens. Notre curé est devenu l'anglais. Et moi, je suis devenu un paria dans mon propre pays. Évidemment, Gosselin va être excommunié, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il ne sera pas le seul à être excommunié. Plusieurs autres seront excommuniés, dont 5 paysans de Saint-Michel-de-Bellechasse, 3 hommes et 2 femmes qui seront excommuniés et seront enterrés comme ça dans un champ, dans une terre non consacrée. D'ailleurs, il y a des anecdotes intéressantes à cet égard-là. Un siècle plus tard, vers 1880, un cultivateur qui a réacheté ces terres-là voudrait pouvoir les exploiter, mais il sait, comme tout le monde, que des corps ont été enterrés là à la suite de l'invasion américaine. Donc, des corps de gens qui ont été excommuniés. Alors, il va demander à l'Église que ces corps soient déterrés et réenterrés ailleurs. Et finalement, un curé va accepter, va acquiescer, mais les corps seront enterrés dans un endroit où on enterrait les enfants nés sans baptême. Ceci dit, cet épisode-là est resté très, très présent dans l'imaginaire collectif des gens du coin. Et d'ailleurs, 10 ans après ce déterrement-là, si on peut s'exprimer ainsi, Louis Fréchette va écrire un poème assez fameux qui s'appelle « Les excommuniés ». Quand on allait voir nos grands-parents et qu'on passait par le rang, le 4e rang de la Durantaye, où étaient enterrés les 5 excommuniés, nos parents disaient déjà, ne regardez pas. Ne regardez pas là. Et on a toujours gardé cette espèce de peur du lieu où se trouvent les 5 excommuniés, parce qu'on nous racontait chez nous, et mon grand-père était, disons, précisément bien informé, puisqu'il venait de ce lieu-là. Ne regardez pas, ne regardez pas. Et puis ça crée... Et les gens entendaient du bruit pendant la nuit, des chaînes. Et ça faisait peur. Dès qu'il y avait des orages, on disait c'est peut-être à cause de... Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais à Montréal. À Montréal? Il y a de nouveau de l'espoir. Clément,
Les Américains ont perdu à Québec. Ils ont perdu la bataille de Québec. Mais ils n'ont pas renoncé à débarrasser la Nouvelle-France des Anglais. À preuve, j'ai appris qu'une importante délégation est envoyée à Montréal par le Congrès américain pour faire le point sur la situation. Je veux aller les rencontrer et les assurer du soutien de ma milice. Mais c'est risqué. J'ai plus rien à perdre. L'Anglais m'a enlevé mon pays. Le curé m'a chassé de mon église. C'est par les armes que je veux reconquérir mon honneur et ma dignité. Clément, si t'es capturé, t'en sortiras pas vivant. Au moins, je serai mort pour une noble cause. Mon Jean avait raison. Après la défaite de Québec, Washington a convaincu le Congrès américain de déléguer à Montréal nul autre que Benjamin Franklin, accompagné de plusieurs personnes influentes, dont un jésuite du nom de John Carroll, afin de faire le point sur la situation. Clément Gosselin fut autorisé à les rencontrer. C'est donc vous, le fameux Clément Gosselin. Toujours prêt à me battre pour la même cause que vous, Monsieur Franklin. Bien, bien. Je vous félicite, mon ami. Et sachez, mais assoyons, sachez que dans les 13 colonies, l'on vous est très reconnaissant pour votre dévouement à la cause américaine. J'ai toujours sous mes ordres une milice de 200 hommes, prête à joindre à vous, aussitôt que vous décidez de réattaquer Québec. Well, avant de réattaquer Québec, comme vous dites, il faudra cette fois-là être sûr de la victoire. Oui, mais je doute pas une seule seconde de notre victoire. Il suffit de faire venir ici plus de soldats et d'armes que la dernière fois et prendre les Anglais par surprise. Je suis certain que je pourrai entraîner d'autres Canadiens avec nous. J'ai entendu dire que plusieurs d'entre vous hésitent à se battre avec nous de peur d'être excommuniés. Hein? Oui, je suis bien placé pour le savoir. Vous avez devant vous un pauvre homme qui a été lui-même excommunié. Mais puisque vous êtes là, Père Carroll, je voudrais vous demander une faveur. Laquelle? Que j'aimerais que vous leviez l'excommunication qui pèse contre moi. J'aimerais bien pouvoir vous exaucer, mais hélas, je ne suis pas évêque et je n'ai pas les pouvoirs ecclésiastiques pour lever votre excommunication. Ben voyons, Père Carroll, vous êtes certain que vous ne pouvez rien faire pour soulager les tourments de la conscience de ce brave homme? N'oubliez pas que M. Gosselin risque sa vie et celle de sa famille pour notre cause. Si vous refusez, je perds sur tous les tableaux. Mon évêque m'excommunie dans mon propre pays. Et ceux que j'aide se disent incapables de renverser la décision. Si j'étais évêque, je le ferais avec plaisir. Je ne peux absolument rien faire. Malgré la défaite des troupes américaines à Québec, Clément Gosselin continue à convaincre les Canadiens d'appuyer la cause américaine. Les Américains sont repliés à Montréal, mais la visite de Benjamin Franklin redonne espoir à Clément Gosselin, qui tente de le convaincre d'essayer à nouveau de prendre Québec. Il tente aussi de faire relever son excommunication par le père jésuite John Carroll. Mais c'est peine perdue. Après le passage de la délégation du Congrès à Montréal, les Américains abandonnent le projet d'envahir le Canada. En 1777, Clément Gosselin est arrêté puis écroué à la prison de Québec. Libéré au printemps de 1778, il rejoint son régiment à White Plains, New York, pour poursuivre son combat du côté des troupes du Congrès. Déjà 2 ans qu'on n'a plus le bord des 13 colonies. L'Anglais domine toujours les Canadiens. Depuis l'attaque ratée de Québec, les Américains ne semblent pas décidés à vouloir à nouveau envahir le Canada. Mais on ne désespère pas ce qu'ils fassent un jour. En attendant, comme on est des parias dans notre propre pays, on a décidé de venir combattre aux côtés des Américains. Pour qu'on parvienne à chasser définitivement les Anglais des 13 colonies. Dans les colonies américaines à l'époque, les forces militaires étaient composées de 2 groupes. D'une part, l'armée anglaise d'occupation, composée de militaires de profession, et d'autre part, des miliciens, des Américains ou même à l'occasion des Canadiens, comme Clément Gosselin ou Germain Dionne, auxquels on a recours quand on en a besoin. Or, un militaire britannique avait un suprême dédain pour ce qui était un milicien, parce que eux, ils étaient des militaires de profession, tandis que les autres n'étaient que des militaires d'occasion.
Si au moins le Congrès américain essayait une autre invasion du Canada. Cette fois-là, je suis sûr que ça marcherait. Hein? Puis maintenant qu'on combat dans la milice américaine, on reviendra au pays en vainqueur, en conquérant. La vérité... La vérité, c'est que je m'ennuie du pays. Tu sais, moi, beau-père, au moment où on traversait la frontière, je me suis juré qu'on viendrait. Quand les Américains ont voulu se constituer une armée pour lutter contre les Britanniques, ils se sont adressés à des miliciens. Washington lui-même, qui était un bourgeois, mais qui n'avait été qu'un milicien, devint donc, comme les autres miliciens, militaire de profession. Or, les militaires britanniques vont penser que ces militaires d'occasion ne savent pas vraiment faire la guerre. On sait que les miliciens, c'était des gens qui pratiquaient la petite guerre. Vous savez, la petite guerre et la grande guerre. La grande guerre, c'est la guerre que pratiquent les militaires de profession. Il y a des règles à suivre. On avance en file serré, en rang droit, bien tiré au cordeau. On tire seulement quand l'ordre est donné et on fait tel mouvement seulement quand le mouvement est ordonné. Alors que les miliciens, eux, tiraient quand ils voulaient. Ce qui est arrivé, c'est que au premier choc entre les militaires britanniques et les miliciens américains, eh bien, les Britanniques, eux, suivaient les ordres. Ils attendaient qu'on dise « feu ». Alors que les miliciens britanniques, les miliciens américains tiraient quand c'était le temps. Ce qui explique que bien des batailles ont été perdues par les Britanniques pendant la guerre de Révolution. La réputation de Clément Gosselin auprès des dirigeants des colonies américaines n'était plus à faire. Et comme le Congrès américain n'avait pas complètement renoncé au Canada, on voulut servir de Clément pour, disons, brouiller les pistes. Et pour le convaincre d'accepter cette nouvelle mission, on lui fit rencontrer le général en chef de l'armée américaine, George Washington lui-même. Clément Gosselin, voulez-vous devenir mon espion au Canada? Vous voulez reconquérir le Canada? Oui. C'est-à-dire, dans un avenir prévisible, le Congrès ne prévoit pas attaquer à nouveau le Canada. Mais faites un bon travail d'espionnage. Répandez de fausses rumeurs pour tromper les Britanniques. Et il n'est pas dit que cela n'entraînerait pas le